Bien, mes chers collègues, nous allons continuer notre réunion. Nous accueillons Monsieur Gundram Wolf. Bonjour, bonjour monsieur, je pense que vous nous entendez bien. Je vous vois opiner du chef. Désolé de ce petit retard, mais nous recevions l'ambassadeur espagnol sur la première moitié de la réunion et voilà, ça s'est prolongé un petit peu puisqu'il y a des projets importants de gazoduc et il fallait qu'on puisse en parler. Donc, monsieur le directeur, mes chers collègues, nous sommes très reconnaissants à monsieur Guntram Wolf d'avoir accepté notre invitation à s'exprimer ce matin devant notre commission pour nous livrer son analyse vue de Berlin sur l'évolution récente de la relation franco-allemande. Monsieur le directeur, vous avez jusqu'à l'été dernier dirigé le think tank Bruegel et vous avez aussi été membre du Conseil d'analyse économique. Vous avez donc acquis une expertise reconnue des enjeux économiques, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle française, ce qui sera précieux pour répondre à nos interrogations, notamment sur la conséquence de la flambée des prix de l'énergie. Et nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté de le faire en français, ce qui facilitera nos échanges. Le récent report du Conseil des ministres franco-allemands a été interprété à Paris comme la manifestation d'une crise de confiance entre la France et l'Allemagne, qu'on lisait déjà en filigrane dans l'incapacité où semble se trouver le Conseil européen à convenir d'une solution solidaire pour sortir de la crise énergétique. La rencontre qui a suivi entre le chancelier Scholz et le président Macron à Paris mercredi dernier a été présentée comme constructive, mais l'absence de déclaration commune à la presse à son issue a semblé dire le contraire. Quelle est selon vous la profondeur de la crise actuelle de la relation entre la France et l'Allemagne, crise qui semble d'ailleurs faire plus de vagues à Paris qu'à Berlin? Ces tensions récentes vous paraissent-elles plus préoccupantes que celles surmontées avec succès par le passé, comme en mai 2020, quand l'Allemagne et la France sont parvenues à proposer ensemble de lancer un emprunt mutualisé pour relancer l'Europe après la pandémie? J'ai hier encore interrogé le gouvernement à ce sujet dans l'hémicycle, à l'occasion des questions d'actualité. Il n'est pas nouveau que l'Allemagne mette la France devant le fait accompli, et l'a déjà fait pour des décisions structurantes pour l'Europe, par exemple en matière énergétique. Je pense à sa sortie brutale du nucléaire après Fukushima ou à son obstination sur Nord Stream 2. La guerre en Ukraine signifie un changement d'époque et oblige l'Allemagne à des changements radicaux dans le contexte inédit d'une coalition gouvernementale tripartite. Mais l'Allemagne continue de jouer cavalier seul. Elle sort de son chapeau 200 milliards pour amortir la crise énergétique. Elle refuse la demande française de plafonnement européen du prix du gaz. Elle choisit SpaceX plutôt qu'Ariane 6 pour lancer ses satellites. Elle achète des équipements militaires américains, sans égard pour les projets franco-allemands de chars et d'avions de combat, et après avoir abandonné le Tigre en particulier. La question du bouclier antimissile européen sans la France a été aussi une question à la fois d'actualité mais mise en avant médiatiquement. Et le chancelier allemand se rend à Pékin, à qui le port d'Hambourg est vendu en partie. Donc cette question aussi, pour nous, est préoccupante. Bref, nous avons le sentiment que la confiance est rompue, tout au moins en berne, entre l'Allemagne et la France. Après-guerre, la construction européenne s'était faite grâce à la convergence d'intérêts entre une Allemagne qui cherchait la rédemption et une France qui voulait réincarner sa puissance. Ceci, c'était après-guerre. Les générations ont changé et aujourd'hui, l'Allemagne ne s'excuse plus, elle s'affirme et la France semble en particulier à sa remorque. Déjà distancé en matière économique, notre pays risque à présent le déclassement diplomatique. L'élargissement qui s'annonce à l'Est ramène l'Allemagne encore plus au centre de l'Europe, ce qu'a manifesté le discours que le chancelier Scholz a prononcé à Prague fin août. C'est pourquoi nous nous interrogeons. L'Allemagne est-elle capable de mieux articuler ses intérêts propres avec l'intérêt stratégique supérieur que nos deux pays partagent, c'est-à-dire, et je concluais comme ça hier, une Europe de paix et de liberté? Plus précisément, peut-on s'entendre sur une vision commune de l'autonomie stratégique quand l'Allemagne ne semble pas prête à payer le prix de la solidarité européenne, notamment en matière énergétique, ou de la préférence communautaire en matière spatiale ou d'armement, et quand elle ne consent pas à l'exportation d'armement qu'à titre exceptionnel en soutien à l'Ukraine? En vous souhaitant la bienvenue au Sénat, je vous cède donc
la parole. Et ensuite, nous prendrons les questions de nos collègues s'ils en ont. En tout cas, merci, Monsieur le Directeur, d'avoir accepté notre invitation qui s'est faite un peu tardive, mais l'actualité s'étant accélérée, vous comprenez qu'il fallait que nous puissions vous entendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le Sénat pour cette invitation et un grand merci pour déjà cette introduction très claire et très dure qui me met dans une position difficile. Je ne suis à Berlin que depuis quelques mois. Et comme vous l'aviez dit, j'ai travaillé intensivement sur les thèmes de la coopération européenne au cours des 14 dernières années et justement aussi beaucoup avec des amis. J'ai travaillé beaucoup avec des amis et collègues à Paris. Je regrette d'autant plus les tensions actuelles entre la France et l'Allemagne et évidemment, en tant qu'académique indépendant, je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions prises au sein du gouvernement allemand. Il y a des raisons de fond sur les tensions actuelles, mais aussi des raisons personnelles et atmosphériques. Et je dirais, dans mon rôle en tant qu'académique indépendant, je vais plutôt me focaliser sur les raisons de fond et moins sur les questions du personnel et de la chimie personnelle entre les politiciens. À mon avis, il nous faut d'abord parvenir à une compréhension des principaux défis, une compréhension stratégique fondamentale sur nos principaux défis. Et vu de Berlin, il me semble, et vu de l'Europe en fait, il me semble que la guerre russe contre l'Ukraine est le principal défi pour l'architecture de la sécurité européenne. L'Union européenne devrait avoir un intérêt primaire à ce que l'Ukraine gagne et à ce que la Russie perde cette guerre. Pour cela, l'Ukraine a besoin d'armes et d'un soutien financier. Ni l'Allemagne ni la France n'en fournissent en quantité suffisante. Si on regarde les statistiques, par exemple, rassemblées par l'Institut à Kiel en Allemagne, l'Institut d'économie mondiale à Kiel, le soutien français est clairement insuffisant par rapport à son produit intérieur brut, mais le soutien allemand est également insuffisant. Et si on regarde les statistiques par rapport aux armes fournies à l'Ukraine, en fait, l'Allemagne, on figure en 5e ou 6e place, ou par rapport, si on veut comparer l'Allemagne par exemple avec l'Estonie, on fournit seulement le double que l'Estonie et un tiers de la Pologne et beaucoup moins que les Américains et les Britanniques. Donc, c'est quand même une situation où, à mon avis, nos deux pays devraient livrer plus des armements et plus du soutien financier. Si on parle du soutien financier, l'Ukraine a besoin de 35 milliards d'euros pour couvrir son déficit budgétaire l'année prochaine. Cette somme actuellement n'est pas disponible, n'est pas prête. On ne peut pas attendre que les États-Unis vont en fournir. C'est un défi européen tout d'abord, car c'est quand même notre sécurité qui est en risque actuellement. La guerre constitue une épreuve considérable pour les relations franco-allemandes. Du point de vue français, peut-être la situation sécuritaire en Europe de l'Est est peut-être encore moins centrale
que pour l'Allemagne. Mais un rappel s'impose. Il y a encore 30 ans, des soldats de l'Union soviétique étaient à Berlin, quelques kilomètres où je suis actuellement. Et ces soldats maintenaient l'état de non-droit de la RDA, de la République démocratique d'Allemagne de l'Est. Poutine lui-même était en RDA et avait pour mission de voler des technologies et de soutenir la Stasi en tant qu'officier du KGB. Laissez-moi ajouter une remarque personnelle. Ma mère a fui la RDA en 1960. Nous savons donc, même dans notre famille, comment le bloc soviétique opprime et bafoue les personnes et les libertés fondamentales. Donc, à mon avis, c'est quand même crucial et central de prendre ce défi sérieux et pas à la légère et fournir ce qu'il faut à l'Ukraine. Ni l'Allemagne ni la France ont pris au sérieux les avertissements de nos partenaires de l'Europe de l'Est concernant la guerre. Il y a désormais une nouvelle orientation à prendre sur ce thème et l'Allemagne et la France doivent coopérer intensivement à cet égard. Cela ne doit pas signifier que nous renonçons à nos principes libéraux fondamentaux. Au contraire, nous devons continuer à insister sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie et d'autres pays. Mais dans le domaine de la sécurité et de la défense, nous devons prendre la menace russe au sérieux. Sinon, nous risquons de créer une nouvelle division en Europe entre l'Europe de l'Est, de la Pologne, de la Slovaquie et d'autres pays, et les pays baltiques, et l'Europe de l'Ouest. Donc, premier grand thème, c'est la politique de défense et de sécurité. Et vous avez déjà mentionné quelques chiffres. L'Allemagne va consacrer 100 milliards supplémentaires à la défense dans le cadre du changement d'époque, Zeitenwende. C'était le grand discours de Olaf Scholz lors de l'attaque russe le 27 février. Ça, c'était quand même une décision importante, une décision qui a changé la dynamique en Allemagne d'une façon fondamentale et qui a aussi abouti à beaucoup de débats en Allemagne sur la question de l'armement allemand. À mon avis, ces moyens devraient être utilisés dans le cadre d'une coopération européenne commune en matière d'armement. La décision sur la F-35 m'a surpris et m'a évidemment aussi déçu. La participation nucléaire est certainement un argument pourquoi l'Allemagne a choisi utiliser pas mal de ressources de ces 100 milliards sur les F-35, mais pratiquement, il y avait aussi des raisons pratiques sur la possibilité d'obtenir rapidement un nouveau système d'armes. La F-35 était prête à être achetée à être prêt et on a pu l'acheter directement. Mais ceci ne devrait pas être ne devrait pas ralentir les projets communs entre la France et l'Allemagne sur des systèmes aériens FCAS. La coopération et l'autonomie européenne signifie que l'Allemagne devrait être prête à coordonner davantage de telles décisions avec ses partenaires. Je souhaite que le chancelier allemand fasse preuve d'encore plus de leadership et de volonté sur ce sujet. Mais il faut aussi que la France soit prête à surmonter sa vieille image gaulliste et à européaniser sa revendication d'autonomie européenne.
Il est clair qu'il est inacceptable que l'Europe continue à dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Il faut donc travailler ensemble et cela signifie qu'au niveau de l'Union européenne et pas au niveau national, il faudra s'organiser pour une industrie effective armement européenne. Les actions nationales isolées sont ineffectives et coûteuses. Deuxième grand thème, le thème de l'énergie. Vous l'avez déjà mentionné, évidemment, c'est aussi un grand sujet avec beaucoup de divergences entre la France et l'Allemagne. Un sujet, c'est la question du gaz et la question du nucléaire. Encore une fois, je suis un académique et je dois dire le débat sur le nucléaire en Allemagne est assez idéologique. Même actuellement, la question de prolongement du fonctionnement des centres d'énergie nucléaire pendant quelques mois a été un super grand débat idéologique en Allemagne et une décision a été prise de prolonger ces centres nucléaires pendant quelques mois, ce qui est trop court à mon avis. On aurait dû prolonger le fonctionnement de ces centres nucléaires pour quelques années, mais ça n'a pas été possible domestiquement. Mais il faut aussi dire que le nucléaire en Allemagne ne résoudra pas le problème de la pénurie d'énergie à court terme. L'Allemagne a besoin de gaz. Les centres nucléaires sont simplement insuffisants pour fournir l'énergie nécessaire. Donc l'Allemagne a besoin du gaz et le gouvernement a pu obtenir un remplacement presque complet des livraisons russes. Donc la Russie ne fournit plus de gaz en Allemagne. Et par contre, c'est la Norvège et le gaz liquide donc LNG, qui ont remplacé pas mal du gaz européen. Du gaz russe. Le plafonnement des prix, c'est un débat qui est très difficile, mais à mon avis, un plafonnement rigide des prix rendra plus difficile l'achat de gaz en quantité suffisante. Peut-être la grande exception où on pourrait vraiment négocier si on travaille ensemble sur le prix de gaz, c'est avec la Norvège qui fournit pas mal de notre gaz et la Norvège ne peut pas facilement exporter tout ce gaz qui est actuellement livré en Europe par des exportations à des pays tiers, car il faut des capacités LNG que la Norvège n'a pas. Donc, il y a une marge de manœuvre sur le prix du gaz avec la Norvège. La bonne nouvelle est qu'actuellement, entre-temps, les prix se sont stabilisés en Europe. Donc, on a plus une situation comme c'était il y a quelques mois. Et on a même eu des moments où le prix a été négatif car les stockages a été plein et la consommation était assez basse. Mais encore une fois, mettre un plafonnement déterministique ou un plafonnement très rigide sur les prix d'achat, si ça va au détriment des importations, ça serait quand même un grand problème pour obtenir une quantité suffisante.
Ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas négocier sur des solutions pour diminuer la volatilité des prix. Là, je crois, on fait les négociations en Europe font du progrès, mais un plafond de prix sur toutes les importations peut avoir des conséquences négatives sur la quantité obtenue. Troisième point, rapidement, il est assez lié à la question du gaz. C'est le paquet de 200 milliards en Allemagne qui a été beaucoup critiqué en Europe et en partie, encore une fois, en partie, cette critique a été justifiée, mais seulement en partie. Le gouvernement allemand a certainement très, très mal communiqué sur ce sujet. Tout d'abord, il faut constater que la somme de 200 milliards a été obtenue, le gouvernement veut obtenir cette somme pendant cette année pour des raisons pour des raisons disons pas statistiques, mais accounting, comptable, pour des raisons comptables, pour éviter d'aller sur les marchés en grande quantité l'année prochaine, parce que l'année prochaine, le gouvernement allemand veut respecter sa règle de dette debt break, je ne sais plus comment on dit en français, pour réduire la quantité de dette. Donc, c'est plutôt un trick comptable que les 200 milliards ne sont pas utilisés cette année, mais sont utilisés pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas une somme utilisée dans une année, mais une somme pour plusieurs années à cause pour des raisons comptables. Donc, ça a été mal communiqué. Une partie de cette somme est aussi utilisée pour Uniper, donc c'est un bail-out, un support pour une compagnie d'énergie. Mais malgré tout, c'est quand même un grand paquet, il faut l'avouer, il faut être clair là-dessus, c'est un grand paquet et ça peut créer des distorsions dans le marché unique en Europe. Ce qui est le plus important là-dessus, c'est de savoir comment l'argent va être dépensé pour améliorer la situation des chômeurs, des ménages et des entreprises en Allemagne. Il faut être très clair que ça devrait pas être une subvention pour abaisser le prix de gaz. On ne veut pas encourager la consommation du gaz. Au contraire, il faut mettre en place un mécanisme pour réduire la consommation du gaz. Donc, l'Allemagne doit veiller à ce que les dépenses supplémentaires entraînent des économies d'énergie et pas le contraire. Il y a une commission d'experts, la proposition de la commission du gaz a été très claire là-dessus et très ciblée. Ils ont donné des incitations pour faire des économies et pas pour encourager la consommation du gaz. Donc, ça, c'est quand même important pour le marché unique d'énergie et va aider d'autres pays si l'Allemagne consomme moins. Et l'Allemagne consomme quand même 20% moins de gaz qu'il y a une année. Mais il faut encourager encore plus des économies. Donc, ça, c'était très clair dans une commission des experts. C'est la commission du gaz, die Gaskommission.
Mais actuellement, il y a un grand débat politique là-dessus et il est important que la politique n'assouplisse pas trop les choses. Il ne faut pas subventionner les prix à la baisse car alors le chat se mord dans la queue. Si on essaye de subventionner les prix à la baisse, la consommation va augmenter et ça va augmenter le prix de nouveau. Donc ça, il faut quand même éviter. Et j'espère vraiment que ces discussions politiques ne vont pas assouplir cette discussion trop. Donc ce sont les grands thèmes que vous avez déjà mentionnés. J'ai essayé de vous expliquer un peu le débat allemand et d'être assez clair sur le fait que j'aimerais bien voir plus une perspective européenne dans le débat allemand là-dessus. C'est certainement mon rôle en tant que chercheur à Berlin de mettre un accent sur les questions européennes dans le débat allemand. Mais il faut aussi dire que la guerre, c'est quand même un choc, un bouleversement très, très significatif. Et on voit dans tous les pays en Europe, à mon avis, que le système politique regarde plus à l'intérieur. C'est les citoyens, c'est les électeurs domestiques qui devient plus important dans une situation de stress avec beaucoup d'inflation, avec une hausse des prix d'énergie, une insécurité par rapport à la situation de la guerre. On voit partout que les politiciens regardent un peu chez soi. Et évidemment, ça, c'est le grand danger. C'est le grand danger pour notre autonomie stratégique. C'est un grand danger pour notre capacité de gagner cette guerre. C'est un grand défi pour la sécurité européenne. Et il faut travailler tous ensemble pour mettre un accent sur le fait que seulement si les pays européens travaillent ensemble, seulement dans ce cas, on peut rester autonome et garder une autonomie stratégique et renforcer notre stratégie autonome. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur. Donc finalement, la question que je vous ai posée, alors vous y avez répondu en partie et je comprends que vous souhaitiez rester, en tout cas avec un regard neutre, plus académique. Les propos que je vous ai tenus là, que vous avez considérés comme durs, je les ai tenus hier en séance plénière, en question d'actualité au gouvernement hier dans l'hémicycle. Parce que finalement, la question de fin que je vous posais, je la pose toujours, c'est est-ce que les stratégies mises en place par l'Allemagne aujourd'hui sont des stratégies allemandes ou des stratégies européennes? Et la réponse, malheureusement, je pense vous nous l'apportez avec les éléments complémentaires que vous nous donnez, on est sur des stratégies purement allemandes. Et donc, il en va de la condition européenne que les jours s'annoncent difficiles et que les tensions qu'on veut mettre sous le tapis, et je le comprends, en diplomatie, c'est probablement ce qu'il faut faire. Il faut maintenir le dialogue, il faut continuer à parler, mais néanmoins, il faut pouvoir se dire les choses aussi. Et j'ai pas l'impression qu'on veuille se dire les choses. En tout cas, on refuse de voir une vérité qui s'affirme face à nous, quoi. En fait, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie quand même, bien sûr, de vos apports, notamment sur les aspects énergétiques. J'ai quelques demandes de prise de parole, en tout cas de questions probablement à vous poser, et je demanderai à Claude Kern tout d'abord. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci, Monsieur Wolf, pour vos explications et pour aller dans le sens du Président Rapin.
effectivement, nous savons très bien qu'il faut une Europe forte. Et moi, j'ai toujours entendu dire que si nous voulons une Europe forte, il faut un couple franco-allemand fort. Aujourd'hui, plutôt que d'entendre parler de couple franco-allemand, on entend plus parler des relations franco-allemandes qui sont tendues. Donc, c'est un peu décevant dans ce sens-là. Et je pense qu'effectivement, il faut que nous travaillions ensemble pour pouvoir répondre à ces différents défis qui nous ont été posés par cette guerre. Et dans ces défis, il y a effectivement les prix de l'énergie. Et hier, nous avons appris que les prix de l'énergie allaient être bloqués en Allemagne à partir du 1er janvier 2023, que ce soit le prix du gaz et de l'électricité, les deux. Donc pour lutter contre l'inflation qui dépasse dans votre pays aujourd'hui, d'après les éléments, qui dépasserait 10%, et ce bouclier tarifaire avait été promis par le chancelier Olaf Scholz en septembre. Mais cette décision, à nouvelle fois, irrite plusieurs partenaires européens de l'Allemagne qui, à nouveau, lui reprochent de faire cavalier seul. Donc, comment voyez-vous cette possibilité de bloquer les prix de l'énergie et surtout comment le financer? Merci Didier Marie, puis Daniel Grémillet. Merci Président, merci Monsieur Wolf. On assiste à une remise en cause totale de la politique de l'Allemagne à l'égard de son grand voisin russe, suite effectivement à l'invasion de l'Ukraine. Et on passe donc d'une noce politique qui s'apparentait à un dialogue constructif à l'affirmation que cette fameuse maison commune européenne ne pourra pas voir le jour. Et ça se traduit, vous l'avez dit, par une politique de sevrage du gaz russe, par une politique de réarmement, par un renforcement des relations transatlantiques qui se traduisent par l'achat de matériel militaire américain, mais aussi par une modification de l'approche de l'Allemagne à l'égard de l'élargissement de l'Union européenne, en particulier à l'égard de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, sur lesquelles l'Allemagne était plutôt réticente et est aujourd'hui très favorable. Moi, j'aurais trois questions à vous poser. La première, on a bien entendu les propos du chancelier Scholz, mais qu'en est-il des positions au sein de la coalition? Qu'en est-il de la position de la CDU? Et plus largement, ce revirement majeur de la relation de l'Allemagne avec son environnement immédiat est-il soutenu par l'opinion publique ou y a-t-il des réticences et des résistances, sachant qu'on a entendu ici et là des appels à la négociation, à la fin de la guerre, et pour certaines populations, notamment de l'Est, des difficultés à assumer ce revirement. Deuxième question, quelle est, selon vous, la position de l'Allemagne à l'égard de la communauté politique européenne qui est promue par le président français, à laquelle l'Allemagne, dans un premier temps, a semblé avoir une attitude plutôt réservée. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui? Et puis enfin, troisième élément, ça a été évoqué par le président tout à l'heure dans son propos, on s'inquiète de la stratégie commerciale à l'égard de la Chine. On sait que la Chine est le premier partenaire, en dehors de l'Union européenne, de l'Allemagne, et inversement, que les relations sont nécessairement importantes, mais ce cavalier seul peut sembler étrange aux yeux du reste de l'Union européenne. Donc si vous avez un sentiment là-dessus, là serait intéressant de vous entendre. Merci. Merci. Si Daniel a encore le temps, parce que je sais qu'il intervient en DG en séance. Oui, merci Président, Monsieur le Directeur, chers collègues. Ma question va être simple. Effectivement, on a vu un accord
dans l'immédiat parce qu'il y avait urgence entre la France et l'Allemagne sur je te donne du gaz, tu me donnes des garanties de fourniture d'électricité. Mais on ne voit pas du tout de stratégie énergétique au niveau communautaire et surtout entre l'Allemagne et la France. La France qui fait le choix du nucléaire, qui fait le choix d'une énergie décarbonée pour atteindre les objectifs de 2050. Et on voit bien que la compétition est complètement ouverte entre les deux pays et que l'enjeu énergétique sera déterminant sur le développement industriel dans nos deux pays, au niveau communautaire, bien sûr, mais entre l'Allemagne et la France, et que les choix qui sont faits aujourd'hui, si je parle de l'hydrogène, la France fait plutôt le choix de produire l'hydrogène sur son territoire, et l'Allemagne plutôt d'importer l'hydrogène. Donc on voit bien que les choix à la fois nucléaires, à la fois du futur sur l'hydrogène sont complètement différents. Et je voudrais m'excuser, monsieur le directeur, auprès de vous, parce qu'effectivement, comme l'a dit le président, il y a un texte tout de suite en séance au Sénat, je dois intervenir en DG, justement sur les ENR, puisque nous voulons accélérer les processus d'implantation d'ENR sur nos territoires. Avec toutes mes excuses, mais monsieur le président et mes collègues m'apporteront votre réponse. Merci à vous. Merci Daniel. Oui, vas-y, ne sois pas en retard. Monsieur le directeur, si vous voulez apporter des précisions à ce qui vous a été demandé. Oui, un grand merci pour toutes ces questions très pertinentes et c'est quand même des questions très difficiles en fait à répondre, mais je vais l'essayer quand même. Commençons par les questions de l'énergie et les prix et la grande stratégie. À court terme, on n'a pas encore pris une décision. L'Allemagne n'a pas encore pris une décision sur exactement comment changer et aider les ménages et les entreprises. Il y avait une commission de prix de gaz, une commission indépendante qui incluait les académiques, les experts, mais aussi les représentants de la politique et les travailleurs, les représentants des travailleurs. Et cette commission a mis un grand accent sur les deux choses les plus importantes, à la fois aider les ménages et aider les entreprises, mais en même temps encourager des économies de la consommation. Et ce qu'ils ont proposé, c'est au lieu de subventionner le prix, ils ont proposé de donner une somme fixe en décembre et à partir du mois de mars, de subventionner le premier 80% de la consommation de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire, si on consomme, à partir de mars, si on consomme 80% de ce qu'on a consommé en 2020 ou 2019, on paye un prix diminué sur cette consommation. Mais chaque mégawatt qu'on consomme de plus est pénalisé d'une façon très importante. Donc, c'est un mécanisme qui encourage une réduction de la consommation par 20%. Donc ça, c'est quand même un mécanisme qui devrait réduire la consommation allemande d'une façon substantielle. Si on regarde les chiffres actuels, les ménages ainsi que l'industrie allemande consomment beaucoup moins que l'année dernière. Et c'est en réaction d'un prix élevé. Donc, c'est-à-dire, là, on a quand même utilisé, l'Allemagne a utilisé l'instrument du prix, l'instrument du marché pour forcer un changement de la consommation allemande
qui est nécessaire car les livraisons autrement ne seront pas suffisantes. Et ce qui en plus, un grand soulagement pour le marché européen du gaz, car si l'Allemagne consommait comme l'année dernière, ça pesait quand même beaucoup sur le marché unique du gaz, et comme ça, au moins il y a des incitations, et il y a une consommation de moins d'un grand consommateur, l'Allemagne, et donc ça aide à réduire les prix dans d'autres parts de l'Europe. Donc ça, c'est quand même, c'était un grand thème, et c'est une grande, on a vu une très grande, un très grand ajustement dans l'industrie allemande. Consommation est déjà à la baisse par rapport aux moyens des années dernières, de à peu près 20%, mais la création, la valeur ajoutée n'a pas baissé, ou presque pas baissé. Et ça, c'était le grand débat de cette année. En Allemagne, beaucoup des intérêts industriels ont dit si on réduit la consommation de l'énergie, on va réduire la valeur ajoutée d'une façon très significative. Et ça, c'était la peur politique, mais la peur politique n'a été pas correcte. En fait, on a pu substituer et réduire la consommation sans que la production soit négativement affectée. De toute façon, pas beaucoup. Donc ça c'était le premier succès. Actuellement, le système politique, c'est-à-dire le Parlement, discute en détail comment adapter les propositions de cette commission d'experts de gaz. Mais je ne crois pas qu'ils ont pris une décision claire par rapport à l'année prochaine. La discussion maintenant, est-ce qu'on va introduire ce système à partir du mois de février au lieu du mois de mars? Mais je crois le point principal, c'est tout le monde a compris, il faut réduire les incitations à consommer. Il ne faut pas subventionner le prix. Ça c'est très important. Si on parle de la stratégie à moyen terme, il me semble que l'Allemagne voit une transformation pour des énergies renouvelables en tant que défi et en tant que but principal de la transition écologique dans les années prochaines. Pas tout le monde le voit comme ça, mais je crois là, il y a quand même un consensus de mettre en place le European Green Deal, donc c'est-à-dire l'approche européenne, et réduire la consommation des énergies fossiles et augmenter le rôle du renouvelable. Le nucléaire ne joue aucun rôle à moyen long terme en Allemagne, et ça c'était une décision prise déjà par Angela Merkel après Fukushima, mais c'est une décision qui est quand même partagée dans une grande partie de la société allemande. Donc, c'est-à-dire à moyen long terme, ça sera renouvelable, et le hydrogène vert joue un rôle important, et vous avez tout à fait raison que l'hydrogène vert, le plan allemand, c'est de faire des importations pour ce hydrogène vert, car on a conclu qu'on ne pourrait pas produire suffisamment de l'énergie renouvelable en Allemagne pour produire ce hydrogène vert. Donc, c'est-à-dire il nous faut des importations pour l'énergie, de cette énergie. Donc là c'est ça la discussion à peu près. Mais je crois vraiment,
toute cette discussion se joue dans le cadre du European Green Deal. Donc, cette transition est pensée dans un contexte European Green Deal. Et pour l'hydrogène vert, par exemple, ce n'est pas des projets nationaux, mais c'est des IPCEI, donc c'est-à-dire des projets de subvention à l'échelle européenne qui sont approuvés par la Commission européenne. Donc ça c'est la stratégie sur moyen terme de l'énergie. Puis vous avez puis le sujet Ostpolitik, Ukraine et communauté politique européenne. Donc, par rapport à la Ostpolitik, je crois que maintenant, il y a une discussion très active sur les échecs de la Ostpolitik et beaucoup des politiciens, le système politique accepte que le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie et la façon comment ça a été fait ces dernières années a été une grande erreur. Pas tout le monde est convaincu, mais je crois qu'on voit quand même l'opposition, les Verts, les libéraux et des partis significatifs des sociodémocrates sont convaincus que le rapprochement à la Russie a été une grande erreur et on a compris que la sécurité de notre continent peut seulement être garantie contre la Russie, pas avec la Russie. Donc ça c'est quand même le grand changement qui a été pris, qui s'est déroulé cette année en Allemagne, un grand changement. Et il y a une discussion assez vive sur les erreurs de l'époque Schröder, de l'époque Merkel là-dessus. Donc ça c'est un grand changement. Par rapport à l'Ukraine, est-ce que la population veut voir l'Ukraine dans l'Union européenne très prochainement? Je n'y crois pas. Tout d'abord, l'Ukraine est en guerre. Tout d'abord, il faut assurer que l'Ukraine gagne cette guerre. Il me semble que c'est d'une importance centrale pour l'Allemagne et pour la France. Et j'aimerais bien voir encore plus d'accent sur cette question. Parce que s'il y a un conflit permanent en Ukraine, ça va peser sur toute l'Union européenne. Donc, à mon avis, il faut vraiment donner plus de support à l'Ukraine. Et c'est le chancelier qui ne fait pas assez, mais le président Macron aussi, il ne fait pas assez là-dessus. Et ça, c'est le sujet principal. Si on ne parle pas de ce sujet, toute la discussion sur la question de l'Ukraine et l'Ukraine dans l'Union européenne est une discussion théorique. Donc, d'abord, l'Ukraine doit gagner cette guerre. Si elle gagne, ça va prendre beaucoup des années pour reconstruire l'Ukraine et pour permettre à l'Ukraine de compléter tous les chapitres d'accession à l'Union européenne, donc c'est-à-dire l'état de droit, la corruption, tous ces sujets sont des sujets très très importants. Et je crois que le public allemand voit quand même le défi de corruption, le défi de financement, de cette convergence qui devrait être nécessaire, qui est nécessaire avant que l'Ukraine puisse devenir un membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est quand même un trajet très très long devant nous.
Communauté politique européenne, de mon point de vue, actuellement, c'est plutôt un rassemblement, disons, assez informel qui est un grand signal qu'on est unis contre la Russie. Donc, on a quand même 45 chefs d'État qui étaient à la première réunion, première réunion à Prague, et qui ont quand même donné un signal fort à la Russie, parce que la Russie n'y était pas là. Est-ce que cette communauté peut prendre des décisions très concrètes? Il me semble que c'est assez difficile quand même, parce que sur des questions des sanctions, par exemple, ou des questions d'énergie, ou des questions de sécurité, on a quand même des mécanismes au sein de l'Union européenne. Et on ne veut pas une concurrence entre à la fois une Union européenne qui a des institutions qui ont quand même des responsabilités dans ces matières, et un groupe des chefs d'État qui est très large, qui franchement n'a pas la légitimité de prendre ce genre de décisions. Donc, à mon avis, c'est plutôt un mécanisme de coordination, de discussion ouverte, donner un signal à la Russie, mais pas une nouvelle institution. On a l'Union européenne avec ses institutions au centre de l'architecture européenne, à mon avis. Donc, finalement, la Chine, j'ai publié ce lundi un article dans le Financial Times là-dessus, disons, je ne crois pas que sa visite à Pékin vient à un bon moment. Donc c'est trop tôt. Sinon, il y va. Et ce qui est important, c'est quand même de transporter et prendre des bons messages. Et les 3 messages qui sont, à mon avis, centraux, c'est sécurité européenne, c'est la priorité première allemande et européenne. C'est-à-dire si la Chine commence à aider la Russie d'une façon beaucoup plus significative qu'actuellement, par exemple en livraison, avec des livraisons d'armes, ça devrait avoir des conséquences immédiates pour la relation Europe-Chine, la relation économique Europe-Chine. Donc on ne peut pas accepter que la Chine aide la Russie. Ça, c'est le premier message qui devrait être livré. Deuxième message, toutes les questions de commerce et investissement sont des questions à l'échelle de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est responsable pour le commerce et pour les investissements. Et l'Allemagne ne devrait pas accepter une politique chinoise qui essaye de diviser l'Union européenne, par exemple, comme la Chine l'a fait avec une coercion économique contre la Lituanie. C'est inacceptable. Il faut travailler ensemble. C'est l'Union européenne qui négocie sur le commerce et les investissements avec la Chine. Troisième message, c'est aux entreprises. Les entreprises devraient être prêtes à une escalation des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine et entre l'Europe et la Chine. Donc, c'est-à-dire, on peut faire du commerce avec la Chine, mais il faut être prêt en tant qu'entreprise
que cette commerce s'arrête d'une façon assez rapide s'il y a une escalation des tensions. Donc, c'est quand même un risk management, geopolitical risk management, comme je dirais. Il faut gérer ce risque géostratégique au sein des entreprises. Et ça, c'est un message qui devrait être très important. Donc, j'espère que le chancelier a lu mon article dans le Financial Times, mais à mon avis, c'est des messages centraux. L'unité européenne, gérer la confrontation géostratégique et la sécurité européenne est une priorité par rapport à la Chine. Un grand merci. Merci, monsieur le directeur. Juste un petit point pour préciser avant de terminer. Vous nous avez fait part, et j'ai compris dans votre discours, que l'opinion allemande n'était pas forcément favorable dans les conditions actuelles à une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est cela, en fait, parce que ça, on ne le perçoit pas de chez nous, hein. Moi, je vous avoue, il y a une forme d'angélisme sur la question. Effectivement, il fallait envoyer des signes à l'Ukraine, mais on n'avait pas forcément la vision. On avait la vision des stratèges et des diplomates, mais on n'avait pas forcément la vision des États. Et là, globalement, vous nous dites que l'opinion n'est pas tellement favorable. Non, mais je crois que l'opinion publique, c'est quand même... tout d'abord, le public ne réfléchit pas beaucoup sur la question, sur cette question. Mais, vous avez le droit de le dire, pas nous. Mais si on demande, on voit rapidement dans la population que ça va être coûteuse. Ça coûte quelque chose. Et c'est pourquoi cette convergence, c'est quand même un processus de convergence qui doit qui devrait être fait avant que l'Ukraine peut être un membre de l'Union européenne. On ne peut pas accepter l'Union européenne, un pays en guerre, même si la guerre s'arrête, un pays très pauvre au sein de l'Union européenne, avec beaucoup de problèmes de gouvernance et de corruption. Donc, tout d'abord, il faut toute cette convergence. Et puis après, on parle qu'ils deviennent membres. Donc ça, là, le public est assez clair, à mon avis. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de cet échange. On voit qu'on est quand même en phase sur certains aspects. Là, votre vision berlinoise, alors je ne sais pas si elle nous conforte, en tout cas, le sentiment qu'on avait après vous entendre se confirme, et il est important qu'on puisse inverser les tendances et inverser la boussole pour essayer de retrouver cette unité, et cette solidarité européenne et finalement ce pourquoi l'Europe a été faite. Si j'ai été dur hier, je suppose que vous n'êtes pas sans avoir lu cette fameuse tribune dans les Échos de Jacques Attali qui utilise le mot guerre entre la France et l'Allemagne. C'est vraiment très dur, mais on le voit au niveau stratégique que les orientations sont aujourd'hui complètement différentes. Et je crois qu'il est temps pour nos gouvernants de redresser la barre si on veut maintenir l'union d'une Europe qui est aujourd'hui fortement fragilisée. Merci en tout cas. Un grand merci à vous.